Il est beau, il est inconnu. Charles Lindbergh. Personne aux États-Unis ou dans le monde ne pourrait prononcer correctement son nom le 21 mai 1927. On l'appelle Lindbergh dans la presse. On sait qu'un fou va tenter de traverser à bord d'un monoplan, va tenter de traverser l'Atlantique Nord. C'est incroyable. Il y a des gens qui s'y sont efforcés, qui sont tombés, qui ont disparu, qui sont morts, des équipages complets dans des avions multimoteurs. Lui, il arrive à New York. Il arrive avec un avion que personne n'a jamais vu, puisqu'il l'a fait construire chez un petit constructeur à San Diego. Et le voici, là, à pied d'œuvre, parce qu'il a fait un rêve. En 1926, à la fin de 1926, il a rêvé, en lisant une revue, il a rêvé d'un avion qui l'emmènerait jusqu'à Paris, qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas où se trouve Paris. Il lui faudra une map monde pour tirer un trait avec une ficelle entre New York et Paris pour calculer l'autonomie de son avion et sa consommation. Et ce matin-là, le 21 mai, il est là, mais on a affaire à un homme extrêmement précis. Il a tout calculé. Il évite d'emporter le moindre surplus de poids, même une enveloppe qu'on lui demande d'emmener. Sur son tableau de bord, on remarque une carte postale qui représente la Tour Eiffel. C'est son repère en arrivant sur le vieux continent. Il sait que quand il verra la Tour Eiffel, il n'est plus très loin du Bourget. Et il décolle, il passe, il frôle des lignes téléphoniques, parce que son avion est lourdement chargé. Il ne voit rien, parce que devant lui, il a un réservoir et un périscope pour voir au-dessus. On se dit, mais il est fou. Il n'a pas dormi. Il a été réveillé sans arrêt. Et le voici dans un avion pour un vol qui doit durer plus de 30 heures. Il remonte vers la Nouvelle-Écosse. Il passe au-dessus de Terre-Neuve et le voici au-dessus de l'Atlantique. Et devant lui, des nuages énormes. Le froid, la fatigue et aussi quelque part des fantômes qui viennent le visiter pendant ce vol parce qu'il a des hallucinations. Il n'a pas dormi. De temps en temps, son avion tombe avec lui parce qu'il tombe de sommeil, l'avion tombe. Il le redresse à temps. Il s'oriente avec le vent sur les crêtes des vagues. Il sait qu'il est dans la bonne direction. Extraterrestre aussi, ce Lindbergh, puisqu'il débouche exactement à l'endroit qu'il avait prévu, au sud de l'Irlande. Incroyable. Pendant ce temps-là, eh bien, il ignore une chose, c'est que la nouvelle de sa traversée commence à franchir aussi la distance. Et en France, on sait qu'il n'est plus très loin. Il vient de passer au sud de l'Irlande. Il va traverser l'Angleterre par le sud. C'est incroyable. La France commence à s'émouvoir. Paris est en ébullition. Et quand il arrive au-dessus de la vallée de la Seine, c'est presque fini. Il se rend compte que toute la vallée est illuminée. On est allumé partout. Il ne sait pas pourquoi. Parce que lui, il commence à avoir des préoccupations d'ordre plus personnel. Il se dit, il va être 10 heures quand je vais arriver, à peu près 10 heures, 10 heures et demie. Mais je n'ai pas prévu de pyjama. Et puis, est-ce que je vais trouver un taxi pour aller à Paris, du Bourget? Ce sont ses préoccupations. Et alors, il se trouve face à Paris. Il voit la Tour Eiffel, elle est toute illuminée. Et il se dit, bon, maintenant, je vire sur la gauche et je remonte un peu. Et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des concentrations de lumière aux portes de Paris qui filent vers un endroit. Assez curieusement, c'est là qu'il va. Il ignore encore que ce sont les Parisiens qui se précipitent vers le Bourget pour accueillir ce fou d'Américain qui vient de tenter cette traversée de l'Atlantique Nord et qui va la réussir. Car au moment où il va pour se poser, il voit une foule immense sur le terrain. Il se dit, mais c'est pas possible. Il parvient néanmoins à se poser et après plus de 30 heures de vol, il devient le premier homme à avoir traversé en direct l'Atlantique Nord. Parmi les gens qui l'accueillent, petite anecdote, il y a un jeune officier de permanence, ce soir-là, qui est là. Il est tout jeune, il est tout débordant d'admiration. Il s'appelle René Cousinet, et c'est lui, dans quelques années, qui va dessiner l'Arc-en-Ciel, l'avion avec lequel Mermoz va rééditer l'exploit sur l'Atlantique Sud cette fois.